le nord du Portugal, comme dans le reste de l'Europe, l'agriculture subit de plein fouet la désertification. Les jeunes partent souvent à la recherche d'une vie meilleure et du confort des villes. Par contraste, nombre de citadins s'organisent et quittent une vie dans laquelle ils ne se reconnaissent plus. Ils cherchent à se construire autour de valeurs nouvelles, plus centrées sur le vivant, que le béton tend si souvent à anéantir. Au milieu des montagnes et des forêts d'eucalyptus, il y a cette petite communauté autonome, appelée Cimo de Vilar. Créée il y a une quinzaine d'années, des fermiers plus ou moins débutants y résident pour se réinventer, se retrouver. Nous avons Pierre, le vétéran, avec ses 7 ans passés dans cette ferme. Anna, qui, après être tombée amoureuse de ce lieu à son arrivée, y est restée en pointillé depuis l'âge de ses 16 ans. Florent, le Parisien éduc, qui a lâché sa vie citadine pour se permettre de respirer à nouveau. Et enfin, Zen Katarina, qui vient d'arriver dans la communauté depuis 3 semaines, avec les yeux palpitants des nouveaux départs. Ensemble, ils portent ce projet de vie centré sur la terre et l'autonomie. Avec leurs contradictions, leur humanité, ils poursuivent un idéal de bonheur simple, dénué du superflu. Par leurs témoignages, ils inspirent et nous montrent qu'une autre vie est possible. Cette vie, c'est celle de Cimo de Vilar. Pierre m'a invité à venir ici. Je pense qu'il y avait toujours un truc qui me manquait quelque part. Et, ouais, ce lieu je pense m'a sauvé la vie, clairement. We are not part of a system that constantly enslaves people and makes people feel bad if they don't want to be enslaved. Here they are setting the example. C'est vrai qu'on vit à part ici, on est loin de tout, on n'a pas beaucoup de connexion avec le monde extérieur, mais on essaye de le construire en fait, cette connexion. Ouais. Ouais. Donc ça c'est un de nos champs de seigle. On la semait en novembre. Et là cette partie-là c'est de l'avoine. Je pense que la première année qu'on fait de l'avoine, c'est un test pour voir comment ça se passe. Ouais, le seigle c'est une de nos plus grandes récoltes sur l'année. On l'utilise pour manger, nous, avec l'idée de pouvoir faire de la farine et du pain. Mais aussi on prend beaucoup de graines pour faire des engrais verts, des trucs comme ça. Ça sert vachement, ça a des racines très profondes. Donc voilà. Donc Cimo de Vilar, c'est une petite ferme au nord du Portugal. Hein. Il y a 20 ans, c'est une femme, Isabelle, qui a repris cette ferme. Elle a commencé son projet d'agriculture familiale. Et en fait, il y a 5 ou 6 ans maintenant, peut-être même 7, un volontaire qui habitait ici et qui aidait Isabelle, il lui a proposé l'idée de faire une communauté. Et à partir de là, il a un peu essayé de transformer la gestion et l'organisation en communauté, où la communauté décide un peu plus. Après, on peut dire que Cimo de Vilar, c'est un endroit où le projet de la communauté, c'est de vivre ensemble et de manger ce que tu sèmes, un peu dans le but de ne pas seulement parler sur le système, comment il est mauvais, mais vraiment de appliquer tes valeurs au quotidien. Là, on a un citronnier. Alors ça, c'est une ligne expérimentale où j'avais mis un arbre de chaque pour voir qu'est-ce qui tient et qu'est-ce qui tient pas. Et en fait, ici, il faut vraiment jouer sur des arbres qui sont résistants, des arbres natifs, les cerisiers sauvages et les brugnons sauvages. Bah, s'ils sont sauvages, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de l'homme. Ça va? Du coup, ils poussent bien les arbres, t'es content? Ouais, bah ceux-là, ils ont 3 ans et demi. Ça y est, ils sont partis tout seuls. L'été dernier, on les a même pas arrosés une seule fois. Okay. Là, il n'y a plus qu'à attendre et ce sera l'abondance d'ici 5 à 10 ans. Quoi. Okay. J'ai planté une forêt un peu plus native et le truc, c'est qu'on a plein de vent. Il y a tous les feux qui viennent de là-bas en haut. On a fait toute une frange boisée, du coup, pour les incendies. T'as la frange qui va jusque là-bas et tout le bord. Donc allons voir comment se portent nos petits bébés. Ça, c'est ce que je kiffe vraiment, genre planter un arbre et revenir 3 ans après. T'as l'arbre qui est massif, tu te sens bien. Tout ça, c'est qu'à attendre quelques petites années et voilà, il y aura les cueillettes de laurier, une petite forêt qui va pousser toute seule. C'est trop bien. Mais au début, en tout cas, ici, pour moi, c'était trop renfermé, c'était trop une bulle. On était trop concentrés sur nous-mêmes et sur nos trucs, ce qui est bien aussi. C'est bien de se concentrer sur soi-même, mais je voulais faire autre chose aussi. Et je voulais travailler plus dans le social.
Et du coup, je suis allée un petit peu à l'autre extrême, quoi. Ouais. Et je pense que vraiment sur le long terme, et pas forcément ici, mais j'aimerais trouver un truc qui relie les deux. On le fait un petit peu de certaines manières ici, Ouais. en recevant des gens tout le temps et des gens d'horizons très très différents. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen de plus faire. L'agriculture, ça fait tellement de bien à tellement de gens que ouais, on peut faire de la réinsertion, on pourrait héberger des gens qui ont besoin d'un endroit où rester. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. For me, I think like during my time in university, I think I realized that I wanted to live a simple life because I didn't find appealing like living just to get money and buy technology and buy that old cliche, buy things that we don't really we don't really need. And work like a 9 to 6 here in Portugal. Job, not having time for family, for friends, like Yeah. you're always working and then you only That- have 2 days to rest. Donc ouais, je suis arrivé ici donc, ouais, 1 an et demi. Et j'ai découvert le lieu grâce à Pierre. J'étais encore en train de travailler à Paris. J'étais travailleur social, éducateur. Et je crois que j'étais à peu près au bout de ma vie, mentale et physique. J'ai passé 1 mois avec Pierrot ici, en mai. Et j'ai décidé de tout plaquer pendant cette année. Ça m'avait tellement rempli de quelque chose que j'avais pas à Paris. Ou là, j'ai trouvé un truc qui me faisait sens. Ouais, juste qui me fait sens, qui me fait du bien. C'était une serre ici, qui est plus vraiment une serre. Elle a commencé à se détruire il y a 4 ans et l'hiver dernier, avec tempête, etc., ça s'est complètement arraché. Mais t'as quand même un microclimat parce qu'on est protégé du vent, etc. Ce type de fleurs là, c'est la famille des crucifères, donc des choux, il y en a partout là, tu vois. Et ça pousse. Bah, c'est mellifère et ça attire les ladybugs, comment tu dis, coccinelles. Et ça fait un beau bosquet, ouais, tu peux manger les fleurs et les feuilles, ça c'est assez chouette. Ça c'est des radis, c'est des radis qu'on avait semés. Radis, persil, des choux. Et des lavandes et en théorie t'as la saison qui commence plus tôt et qui finit plus tard en serre. Et là c'est notre petit jardin. Il y a une ligne qui est prête déjà à être faite. Et donc tu viens avec tes oignons, tu les mets les uns après les autres. Et tu les couvres avec ta enchilada. Et à la base ils sont comme ça. Ouais. Tac, tac, ils remontent par naturellement. Mais c'est ouf, tu vois, c'était Anna qui avait ramené les graines de bourrage blanche il y a 4 ans. Et maintenant, j'ai pas semé, hein. Ça sème tout seul et ça repart naturellement. Since we got together, that we knew that we would want to live a different life from our parents, for example. For me, like Zeo was still studying, so he had to finish his studies. But for me, I was working, and while I was working, I realized, okay, I was feeling like I wasn't doing anything very meaningful in the marketing area, and I would discuss with my parents how unhappy I was, and they would tell me like, oh, but that's part of life, you need to make sacrifices because you need to earn money. Ben, j'ai fait un burn-out parce que voilà. Il y a eu beaucoup de choses dans mon travail où je me protégeais pas non plus, parce que je suis pas très social de base. Le seul truc qui me faisait sens dans ma vie à Paris, c'était prendre soin d'autres personnes, etc. Mais j'étais pas préparé en fait à toute cette violence et que je me suis laissé manger en fait, dévoré par ce truc-là parce que c'était la seule chose qui me faisait sens. Donc du coup j'y allais à fond, tu vois, genre, et à côté de ça, je prenais pas soin de moi du tout, je faisais beaucoup la fête, etc. Et jusqu'au jour où en fait ma tête et mon corps ils ont lâché. Quand je suis venu, un peu pour un petit break. So the way the shower works is in the greenhouse it gets really hot inside, but the water is usually very cold. If the tank is full,
it's great because it will be a little bit warmer, but most of the times it's not. It's very cold, so we usually just take our clothes off and we try to take a shower really fast and just try to endure the cold. And that's pretty much how we shower. It's not perfect, but it's a shower. Yeah, like in the beginning it was very challenging, like the cold showers and everything, but like if you are in the city, you just, okay, now I'm going to take a shower, for example, and maybe you take a shower a day or one shower every 2 days or something. And here it's like, okay, let me see the weather. Okay, now we can. So you plan more the things, and like if you want to do something, you need to think about it. It's just not something spontaneously that you can do. So it makes you like much grateful for everything that you have at home. Je pense qu'en fait c'est une réduction, je dirais plutôt c'est une réduction de ce qu'on pourrait appeler le confort ou la technologie ou le fait de ne pas être connecté pour pouvoir télécharger des films parce que sur ton téléphone ça passe pas parce que on est au Portugal et t'as pas encore les données. En fait c'est une réduction du confort, mais je pense que c'est une augmentation de la qualité de vie. Tu vois, parce qu'à la fin la vie si tu travailles pour t'acheter des trucs, à la fin tu rentres chez toi, tu sais pas quoi faire, donc tu te mates un film ou après en fait moi en tout cas personnellement, en parlant pour mon histoire, le fait d'être connecté ici, de traîner, de sentir, de voir les petites fleurs qui poussent, tu travailles le matin, d'un côté tu as tout ce côté santé ou même spirituel qui me pousse vraiment à être heureux ici, en fait tu sais pas l'expliquer. On a toujours été en contact avec la nature et si on est triste en ville ou quoi, c'est parce qu'il n'y a pas de nature, quoi, basiquement. Du coup, tu comprends rien, tu sais pas ce que tu achètes, ce que tu manges. D'un côté, pour moi, il y a ce côté qui me rend heureux, tout simplement. Donc ça, c'est un bénéfice. Je sais pas combien tu paierais pour être heureux, mais à la fin, ça n'a pas de prix. Là, t'as les bons adultes. 18. Comptage de vers de terre. Et du coup, quand tu es arrivé ici, tu as eu un déclic où c'était fait en fait. J'avais dit à Pierrot, genre, je rentre à Paris, je démissionne et je reviens vivre. C'est ce que j'ai fait en fait. Je suis rentré à Paris, j'ai écrit ma lettre de rupture, je l'ai envoyée et voilà. J'étais venu en mai et en octobre j'étais là. Comment ça s'est passé du coup ces 3 mois, la transition de savoir et de pas savoir? Je pense que j'avais jamais été aussi bien toute genre. Ouais, j'ai revécu en fait, j'ai sorti de ce truc. Alors j'avais toujours pas pris soin de moi, j'ai fait beaucoup de fêtes, etc. Mais je sais pas, il y avait cet objectif là qui était là. Et je me disais putain, enfin j'ai quelque chose. Voilà. Je me raccrochais. Ouais, voilà. Je me raccroche et totalement nihiliste. Totalement, j'avais pas d'espoir en fait. Alors, j'avais rien. Et là, je me dis, même si la situation avec le Covid, etc., avec le monde va pas bien, il y a quand même un truc qui me dit, ouais, faut se battre pour quelque chose. Voilà, ce sont vivre pour faire quelque chose qui aura son petit impact, et si ça peut grandir de plus en plus, et machin. Je crois que je vois un peu le bout du tunnel. Il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a cette petite lumière qui est là, quelque part, et que j'avais jamais eu avant en fait. So I'm not gonna lie, the first week here was very challenging, not just physically but mentally too, because we wake up very early, we start working, and for two people that were like sitting in front of a computer for I don't know how long, it was like a huge shock. First thing first, in the morning, and we feed the chickens. They are always very excited to see us.
So they start like flying through here. We just give them 5 handfuls of corn and we throw it through here. And yeah, they eat everything. So it's very quick. But after 3 weeks, we're still not used to it. But it doesn't feel like we are changing, or it doesn't feel like we have to get used to. I think for me personally, I feel like it's baggage that I'm losing, like mental baggage that I'm losing, that is making me appreciate the small things. Like yesterday, just walking down to the gardens to do something in the beds, I was like filled with this random happiness or random clarity of mind that you don't get that anywhere else unless you live in like isolated, in quiet, in a peaceful place in the nature. You can only experience that here. Very important that we water the greenhouse at least 3 times a day. So first thing in the morning that we do, feed the chickens, we come inside and can water the greenhouse just as Hannah is doing right now. Right now we have all the seed trays prepared. So yeah, the first week was like, okay, it was not like, okay, we're gonna have a mental breakdown, but it was like, okay, this is really tough. This is really hard on the mind, because the mind is used to a lot of stimulation, outside stimulus, like billboards and cars and people and Hong Kong in the big cities, and all of a sudden it's birds, it's the water channels and stuff like that. It gets a while to get used to, but it's like you have to lose that baggage from the city to finally experience it here. C'est aussi une motivation de principe, ouais. Et c'est ça aussi qui va te pousser un peu à bosser des longues journées ou à devoir garder ce rythme en continu. C'est du principe, c'est comment est-ce que toi tu veux vivre ta vie. Est-ce que tu veux dépendre de systèmes dans lesquels tu crois pas ou tout ça. Et si la réponse c'est non, c'est quand même un sacré boulot de faire les choses soi-même, même si ici on fait pas tout soi-même, on en est loin, mais d'essayer d'aller de plus en plus vers l'autosuffisance et de dépendre que de soi ou que des gens avec qui tu choisis de t'entourer. Ça demande énormément de travail, mais c'est aussi, ça te donne cette liberté et cette autonomie. Ouais. Mais du coup il y a ça aussi qui va te pousser à faire tout ce travail. And I think that enlightenment that I had was when before taking geology, I was in university taking human resources, and I had this professor who really loved his job, but someone asked me, and how often do you see your family? And the answer, maybe on Sundays if I don't have any meetings, maybe in the afternoon I can be with my children, but not every Sunday. And I would be like, what? That's like the most important part of your life, being with your family, being with your loved ones. But you really enjoyed that. And I was like, not only do I don't enjoy it, I hate the fact that I'm going to need to work and sometimes not see my family, or sometimes I have to make these sacrifices, because you should be making sacrifices to be with your loved ones. The loved one shouldn't be the sacrifice, So that's why I then started moving to geology, because maybe I can work in the fields, working in the nature. And then reality struck me that if I wanted to work and make some good money in geology, I would just go to an oil company, and that's like, okay, this doesn't align with my mindset. Cette question du travail, un peu de l'économie, c'est vrai que dans ce style de vie, nous on n'est pas très activiste à l'extérieur, mais juste le fait de vivre ce style de vie, on considère que c'est de l'activisme, quoi. C'est un changement. On n'est peut-être pas bon dans le blabla, mais au moins ce qu'on pense, on met en pratique jour après jour, tu vois. Alors, on check l'humidité. C'est un peu ça, donc on va arroser. On va voir si ils sont là. Hein.
vu qu'on est dans le jardin et les poules mangent la plupart de nos déchets, on va quand même leur donner des déchets verts. Donc là j'ai des restes d'herbes coupées du jardin, quelques choux. Du coup pour chaque seau de déchets de cuisine ou quoi, on va mettre un seau de matériel sec. Donc ici j'ai de la paille. Alors voilà, là on les a alimentés, j'ai contrôlé l'humidité, c'est un peu sec, donc on va arroser. Un peu comme les humains, finalement, il faut qu'elles mangent, il faut qu'elles boivent, il faut qu'elles aient de l'air, qu'elles aient ni chaud ni froid. Et ça se passe. C'est alimenté, humidité contrôlée, on referme. Et là, devant, on va accueillir 2 types de fertilisants. Donc on va voir si on a du liquide. On a un beau liquide obscur qu'on va utiliser pour fertiliser. Ça c'est un concentré. Alors il faut vraiment l'utiliser, je l'utilise à 10%. C'est un produit de haute qualité puisque c'est un produit vivant. Et là on va récupérer un peu de compost solide, on va voir quel aspect il a. Donc c'est pour ça que je les alimente que d'un côté, comme ça tu as tous les vers de terre qui vont vers là-bas. Et là il y a moins de nourriture, donc il devrait y avoir moins de vers de terre. Là, on va prendre, je vais le prendre à la main, ça va être plus simple. On va prendre, alors on voit qu'il y en a plein qui sont gros. On en a un. Tu peux faire des petits blocs et ça tient vraiment l'humidité. Et ça nourrit, ça a de la vie. Donc, vu que nos petites fèves, elles sont en floraison, on va leur donner aussi un boost de compost. Pour protéger le compost, on a mis du paillage, donc je vais un peu enterrer mon compost et je le repaille pour être sûr que les vers de terre qui sont en train d'y vivre pour l'instant vont continuer à avoir leur niveau d'humidité avec le paillage. Ça va me permettre de faire ça. Effectivement, c'est ce genre de l'activisme parce que quand j'habitais en ville, je disais faut planter ou à l'école même on nous disait faut planter des arbres parce qu'on est en train de déforester l'Amazonie. J'ai dit on est en train de déforester l'Amazonie, quand tu comprends un peu, c'est parce que à midi, tu as mangé un poulet. Il a mangé quoi le poulet? Il a mangé du maïs transgénique qui vient de l'Amazonie. Donc tu dis, ok, c'est quand je mange du poulet, en fait, je suis en train de détruire. Après, on dit, il faut planter des arbres, tout ça. Et qui à l'école a appris à planter un arbre? En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, on te parle de planter des arbres, mais on t'amène à l'école, on te donne ton arbre et tu le plantes. Genre, la première fois que j'ai planté un arbre, j'étais tellement heureux. C'est quelque chose que tout le monde devrait apprendre. Et du coup, moi, c'est une question de sens un peu, et on va dire dans ce sens-là de liberté. Et moi, personnellement, je me suis dit, mon sens, c'est de vivre genre en mode sans polluer la planète et tout ça, mais non plus, soyons pas radicalistes. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, c'est pas moi qui vais le juger. Moi, je trouve qu'il faudrait être plus proche de la nature et réduire un peu, penser un peu à quand on achète des trucs ou quand tu consommes. C'est une bulle de liberté ici. T'as une idée demain, tu dis j'aimerais bien faire ça sur ce terrain, toujours un peu avec nous, mais essaye, fais-le. Ouais, il y a tout ce truc, cette petite bulle qu'on vit, mais c'est super salvatrice. Ouais, c'est fou. Ouais, du coup, là c'est notre champ de patates et on essaye plein de techniques en même temps parce qu'on essaie,
Chaque année est différente, donc chaque année c'est des techniques différentes qui marchent. Donc pour au moins s'assurer d'avoir quand même une partie d'une récolte. Donc on va planter tous les 2 semaines, donc à la fin, vers mi-mai, tout ça va être rempli. Okay. Après, on va pas forcément pouvoir en avoir assez pour garder sur l'année, parce qu'on a beaucoup de problèmes de conservation à cause de l'humidité ici l'hiver. Ce qui fait que on est plutôt parti pour planter, pour les manger un petit peu quand on les cueille. Et c'est pour ça aussi qu'on les décale, pour qu'on ait une saison de cueillette plus longue que d'essayer de les conserver tout l'hiver, parce que ça tient jamais. Alors après, les gens nous demandent, mais pourquoi vous vendez pas des légumes et comme ça vous fera de l'argent. Là, on est en train de parler d'autre chose, c'est produire des aliments pour vendre. Ah là, quand tu vois les prix, il faut que les gens ils t'achètent genre ton kilo de patates. Moi, j'avais fait un calcul. C'est moi qui plante le kilo de patates, que je sens tout à la main, j'ai pas de tracteur, on fait notre compost. Si tu commences vraiment à tout compter, ton kilo de patates, il coûte 20 €. Si on le vendait dehors, ça vaut que dalle. Donc si tu transformes, genre, le travail dans le jardin, c'est de l'argent, et de l'argent, c'est de la bouffe, ça marche pas. Mais si tu penses que la patate ou la tomate que tu as goûtée, elle a un goût, tu peux plus trouver, tu peux pas acheter une tomate avec le goût que tu as cultivé, quoi. C'est pas possible. C'est trop bon. Et puis la fraîcheur, on parle des circuits courts et tout ça. Le plus court, c'est quand tu te lèves le matin, tu veux te faire une tartine à la tomate, tu te laves, tu prends ta tomate. Et combien est-ce que cette tomate coûte réellement, non? Pour moi, ça donne du sens. Tout le monde se barre. Personne ne veut travailler la terre parce que t'es payé pour rien. T'as des propriétaires de terrain qui font du vin, du machin en conventionnel et qui payent leurs travailleurs... je crois que c'est 25 € par jour, ou c'est 3 € pour la taille du vin, t'es payé 3 € par heure. Genre, c'est quoi 3 €? Putain, tu les prends pour des... Ouais, c'est de l'esclavage total. C'est bien Paiva, donc il a fait son vin biodynamie et il les paye 2 à 3 fois plus que les agriculteurs normaux. Et dit moi si j'étais pas capable de payer décemment mes employés, j'arrêterais. En fait, t'arrêtes. Un paysan est pas riche, mais s'il peut pas vivre dignement, en fait non, t'arrêtes. C'est organique ou quoi, t'arrêtes. Si c'est pour reproduire toujours la même chose. Et l'impact qu'il a lui sur localement, c'est dingo. Et ils sont heureux, ils sont bien, ils bossent et ils ont un salaire qui représente le travail qu'ils font. En fait, dans l'agriculture, parfois, c'est tellement sous-évalué parce que tout est avec des machines, des produits, etc. Et que le travailleur qui est là derrière, qui est pas pris en compte, c'est... On vit richement, c'est notre richesse qu'on a peut-être, mais au moins que les agriculteurs soient dignes, tu vois. Genre. Okay, so these 6 beds right here. So our job on our second day here, I think, was to clear everything. Then we started digging these 6 beds to connect them. So they were 5-meter long bed and now they are 10-meter long. How we did it was we had to dig, I think it was a 20-centimeter deep hole and 5-meter long. After digging, we put some really big trunks inside that we had to get from the forest. Then we put some greens, we put on top of the trunk, put the soil, we put some compost, chicken compost. Since we don't have that much, we had to go to the forest again to dig some soil because it's very rich. So the last soil you see, it's the forest soil, and then we just mulch it and you have raised beds. The point of the raised beds is because they last a long time. If you do it once, it will last you for like 10 years. A lot of years. Yeah. So they do take a lot of work to do, but in the end, you'll be getting a bed that you can replant and replant again, and it will always be rich. Okay, I think that my advice for people who are like questioning if they should or should not leave their old life behind is, and as gruesome as that may sound, is face your death. Because we live in the city, we are always occupied with stuff in our mind and we don't have time to think about our death. And I think when you realize that, okay, one day I'm going to die, and
and it may not even be like 30, 50, 70 years from now. It could be like tomorrow, maybe I will get a disease and like in a week I'm gone, or I get run by a car and I'm gone. So understand like how much of a blessing life is, and realize that everything that you are sacrificing right now is what's really meaningful. Because what is meaningful is not the fake life that we live in the cities. It's not the fake life that we see on TV shows, on television. What is meaningful is it's what they are doing here. They're creating a community. They're living a simple life. They have animals. They have vegetables. They provide for a community. This is what is meaningful. You don't necessarily have to go to a farm to feel meaning in your life. It's like helping others, make others your priority. And I think it's what Hannah and Flo are doing here is one of the most important things that you could do. They are the example that this works, that you can live your life in a very meaningful way, in a very simple way, and it makes you realize that the life that you have been living up until now, it's full of illusions. It's full of, it's full of you lying to yourself that you need this, and this will bring you happiness. This will bring you happiness. If I get this, it will bring me happiness. It won't. What to me brought me real happiness is looking at stopping working at 8 p.m. and feeling, oh man, look at all this stuff that we did. Look at all this food that we're going to be able to produce for ourselves. They're saying, okay, you guys want another way of living, another path that you can go on? It's this, I think sometimes people, maybe it's selfish to run away. I don't think they're running away. I don't think we are running away. We are trying to show people who are not as familiarized with this, that sometimes people don't even know that you could do this. We are showing them that you can. So my advice for people who are questioning if they should or shouldn't, you have nothing to lose, because what you have right now is not worth losing. It is worth losing. What you have right now is illusion. So yeah, please do take that leap of faith and try something different.